Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter très en détail une théorie qui a provoqué multiples débats dans la communauté scientifique du XXe siècle, la théorie neutraliste de l'évolution. En effet, dans les années 1900, une idéologie était très ancrée pour expliquer l'évolution des gènes, la sélection naturelle. Intéressons-nous aux principes sur lesquels elle repose. Selon la théorie darwiniste adaptative, l'évolution des gènes n'est pas neutre. La grande majorité des allèles sont maintenus polymorphes ou bien fixés dans une population car ils confèrent un avantage sélectif différentiel face à l'environnement. Cet avantage sélectif renvoie au succès reproductif ou bien de viabilité différentielle. Ainsi, si une mutation confère un avantage en termes de reproduction ou bien une meilleure aptitude à la survie dans un environnement donné à un moment donné, il sera maintenu dans la population. Un exemple de mutation adaptative serait le suivant. Les cétacés possèdent 3 gènes permettant la formation et la maintenance de leurs poils au cours du temps. Et les chercheurs ont identifié des mutations chez ce grand groupe de mammifères marins qui ont permis la perte de ce caractère. Cela a été vérifié par modélisation génétique basée sur l'analyse des effets de la mutation ainsi que sur une reproduction sur souris mutées, probablement via CRISPR-Cas9. Et le même phénotype dépourvu de poils a été retrouvé. Ainsi, ces mutations ont permis une adaptation aux cétacés, qui sont de véritables plongeurs marins à posséder une forme plus hydrodynamique. Encore chez les cétacés, une mutation limitant l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène a été observée et elle confère également un avantage sélectif à l'environnement. Effectivement, dans le cas d'une diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, celui-ci sera plus vite relargué dans l'organisme, permettant alors une meilleure oxygénation en milieu profond. Ces deux exemples montrent très bien qu'une mutation peut conférer un avantage adaptatif dans un environnement donné à un moment donné. Ces allèles nouveaux vont donc, sous l'effet de la sélection naturelle, se fixer au sein de la population. En revanche, selon la théorie neutraliste de l'évolution, la majorité des mutations se fixent non sous l'effet sélectif, mais bien de manière aléatoire, via un processus, la dérive génétique. Expliquons plus en détail quel est ce phénomène de dérive. Il s'agit en fait d'un phénomène de variation de la fréquence allélique dans une population de taille finie liée à l'échantillonnage aléatoire des gamètes. Il est alors possible de représenter cette situation dans le cadre biallélique monogénique par une loi binomiale. La probabilité d'échantillonner R fois l'allèle grand A sur 2 n allèles est représentée ci-contre. On observe que l'espérance de cette loi est petit p, c'est-à-dire indépendant de la taille de la population. En revanche, la variance vaut P1-P divisé par n, c'est-à-dire la taille de la population. Cet effet de variation de la fréquence allélique est très fort alors dans une petite population. Modélisons donc ce phénomène de dérive dans différentes populations afin de comprendre ses propriétés. Ajoutons que l'on considère un modèle d'allèle infini, c'est-à-dire que chaque mutation confère un allèle différent. Pour cela, j'ai réalisé 2 simulations, dans une population de taille sans individus, avec des mutations spontanées sans valeur sélective, et on observe au cours des générations l'évolution des fréquences alléliques. On remarque que dans un grand nombre de simulations, on fixe ou perd le nouvel allèle issu de la mutation. En revanche, dans une population de 500 individus, on voit très peu de simulations qui fixent ou perdent l'allèle. Alors cela signifie que la dérive génétique dépend bien de l'effectif efficace de la population, comme vu précédemment, c'est-à-dire du nombre d'individus participant au processus de reproduction. Cet effet de dérive étant d'autant plus fort que la population est de petit effectif. Maintenant que l'on a compris plus en détail le principe de la dérive, ajoutons une nouvelle variable au système, le taux de mutation, correspondant au nombre de nouvelles mutations sur un locus donné, c'est-à-dire une région de notre génome, au cours du temps. On l'écrit mu. On va maintenant représenter le modèle de la théorie neutraliste de l'évolution selon Wright et Fisher. Dans une population de taille finie, constante, sans migration ni sélection, de taux de mutation mu, on représente une population diploïde, donc 2n copies du locus. À la nouvelle génération, 2n allèles seront échantillonnés, car la population est de taille constante.
Chaque nouvelle mutation a la même probabilité de se fixer, qui est donc 1 sur 2n. Comme le taux de mutation est mu, alors à la génération G plus 1, on aura 2n mu nouvelle mutation sur le locus. Donc la probabilité qu'un allèle se fixe à la génération suivante est de mu. Et le temps entre deux épisodes de fixation est 1 sur mu. Il est indépendant de la taille de la population. En revanche, le temps nécessaire à fixer un nouvel allèle vaut 4NE, qui est la taille efficace de la population. Voilà comment le déterminer. Pour cela, introduisons une nouvelle théorie, celle de la coalescence, c'est-à-dire la généalogie des linéages. Prenons une population de taille constante sans réarrangement chromosomique. Chaque nœud représente un individu. Et la flèche à gauche en gris représente la coalescence, c'est-à-dire la fusion des linéages en une seule séquence ancestrale. Pour chacun des individus, on a 2 séquences du locus considéré, et donc 2n séquences chez la population qui est diploïde dans ce cas-ci. Ainsi, la probabilité qu'une paire de nés coalesce à la génération précédente, c'est-à-dire que 2 séquences échantillonnées soient issues d'un ancêtre commun à la génération précédente, est de 1 sur 2n. Par ailleurs, comme nous sélectionnons par paire les séquences, il existe n, entre parenthèses n-1 divisé par 2, combinaison de paires possibles. Ainsi, la probabilité qu'une paire quelconque coalesce à la génération d'avant est de n-1 divisé par 4 grands N. Le temps de coalescence d'une paire est donc l'inverse de cette probabilité, c'est-à-dire 4 grands N divisé par n-1. Cette formule donne l'âge du TMRCA, c'est-à-dire le time du Most Recent Common Ancestor, à chaque génération, c'est-à-dire l'âge de l'ancêtre à chaque paire de séquences. Donc leur somme vaut le TMRCA total, 4n, 1 moins 1 sur n. Si l'on échantillonne n séquences, telles que n varie vers l'infini, on peut dire que le TMRCA total vaut 4 fois grand n petit e, c'est-à-dire 4 fois la taille effective de la population, soit le temps de fixation d'un allèle. Voilà un résumé graphique de la théorie neutraliste de l'évolution. Sur l'axe des x est représenté le temps, et en ordonnée la fréquence d'un allèle donné, petit x. On observe qu'au cours du temps, de nouvelles mutations apparaissent, créent de nouveaux allèles, et certains d'entre eux sont perdus généralement rapidement, tandis que d'autres se fixent après un temps 4NE. Et le temps entre deux fixations est l'inverse du taux de mutation. Ainsi, une population de petite taille effective, ou bien efficace, c'est la même chose, évolue beaucoup plus vite car sa population efficace est plus petite et donc moins de temps est nécessaire pour fixer un allèle. Cela directement lié à l'effet de dérive génétique comme on l'avait vu avec les simulations précédentes. Maintenant que nous avons compris la théorie neutraliste et que nous l'avons assez bien modélisée, essayons donc de la contredire. En effet, selon la théorie neutraliste, chaque mutation est sélectivement équivalente. Toutefois, si un changement de nucléotide génère un codon stop et donc une protéine tronquée, il est donc difficile de comprendre comment elle peut ne pas être désavantageuse. À cela, la théorie neutraliste répondra que la sélection purificatrice agit. Effectivement, selon cette théorie, si un allèle modifie la structure d'une protéine ou bien la rend non fonctionnelle ou moins bien fonctionnelle, alors il sera perdu sous contrainte fonctionnelle et non environnementale comme la théorie darwinienne de sélection naturelle le prévoit. Il existe un argument très difficile à concevoir dans le cadre de la théorie sélectionniste. Après analyse de 2 séquences d'ADN, une codant pour une protéine aux fortes contraintes structurales et une avec moins de contraintes, on observe systématiquement un taux d'évolution moléculaire plus important dans les séquences sans contraintes, comme la fibrinopectine, que chez les séquences avec contraintes, comme l'histone H4. Mais alors, selon la théorie de Darwin, cela n'aurait pas de sens, car une mutation dans chacune des 2 séquences pourrait générer un avantage sélectif en cas de mutation. Pourquoi ici beaucoup moins de mutations se fixent dans la séquence de l'histone ? Cela donne un point pour la théorie neutraliste dont elle tire toute sa légitimité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suggérer d'autres idées de vidéos, de formats. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt.